Étudiants et bienvenue dans l'étude d'un phénomène très important. C'est parmi les phénomènes qui ont conduit à l'élaboration de la mécanique quantique, qui est l'effet photoélectrique. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que cet effet photoélectrique, pourquoi l'effet photoélectrique a posé un problème à la physique classique, quelle idée géniale va être introduite par Einstein pour interpréter ce phénomène. Eh bien, l'histoire de l'effet photoélectrique a démarré par M. Hertz, par sa découverte qui a été effectuée par Hertz, un ingénieur allemand très expérimentateur qui a montré que lorsqu'on irradie un métal par de la lumière, on peut détecter un courant électrique. Et Hertz essayait d'interpréter ce phénomène et il a été bloqué dans certains résultats. On va voir pourquoi. Deuxième terme ou bien deuxième facteur important pour comprendre ce phénomène ferroélectrique, c'est l'introduction de la quantification de l'échange d'énergie entre la matière et l'onde électromagnétique qui était introduit par Max Planck en 1900. Donc pour interpréter le rayonnement du corps noir, l'énergie, l'intensité de la lumière émise par un four qui vérifie une loi universelle. Donc pour interpréter les résultats du rayonnement du corps noir, Max Planck a dû introduire dans sa démonstration une expression E égale à h nu. Pour lui, c'était un artefact mathématique qui permet d'interpréter ou bien trouver le résultat. Donc, il a été obligé d'admettre pour la première fois que la lumière échange de l'énergie avec les oscillateurs du corps noir par quantum, par quantité discrète. Une idée qui lui-même peut-être n'a pas cru à cette idée nouvelle. La preuve de cette complexité ou bien de cette idée qui était très différente de tout ce qu'on connaît à l'époque, c'est que sa publication n'a été citée par personne jusqu'en 1905. Voilà une année de la physique assez miraculeuse, en particulier pour Albert Einstein, qui était sans poste à l'époque, il n'a aucun poste à l'université. Il a publié dans cette année-là 5 articles dans 5 domaines différents, relativité restreinte, mouvement brownien, l'effet photoélectrique et 2 autres sujets dont chacun méritait un prix Nobel. Et c'est justement dans l'interprétation de l'effet photoélectrique qui va conduire M. Albert Einstein à recevoir le prix Nobel dans cette photo-là en 1921. Donc vous voyez, c'est un phénomène très important, très riche, quand on va essayer de comprendre le principe. Eh bien d'abord, qu'est-ce que c'est que l'effet photoélectrique? Photo, ça signifie un photon, lumière, électrique, courant. Donc c'est l'émission ou bien l'obtention d'un courant électrique à partir de la lumière. Vous envoyez de la lumière sur un métal et vous mesurez un courant électrique. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc c'est l'émission des électrons d'une surface métallique lorsqu'il est exposé à une onde électromagnétique. Bien. A priori, c'est un phénomène qu'on peut comprendre facilement par la physique classique. Donc, je disais, c'est un phénomène qui a été découvert par l'Allemand en 1886. Or, on savait que la lumière est formée par des ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique possède une certaine énergie électromagnétique. La densité d'énergie est proportionnelle, la densité d'énergie électromagnétique est proportionnelle à l'intensité du champ électrique au carré. Donc, a priori, si on envoie de la lumière à la surface d'un métal, si j'augmente l'intensité de la lumière, a priori, je dois m'attendre à un courant qui va augmenter en fonction de l'intensité. Courant qui est créé va augmenter au fur et à mesure que j'augmente l'intensité de l'onde. Pourquoi? Parce que l'onde électromagnétique, c'est une énergie qui va mettre les électrons, qui va osciller les électrons à la surface d'un métal, et à partir d'un certain moment, si cette énergie est suffisante, il va arracher l'électron qui va être accéléré par la différence de potentiel qu'on applique entre la cathode et l'anode. Donc, a priori, obtenir un courant par la lumière, c'est quelque chose qu'on peut comprendre par la physique classique. Là où ça cloche, c'est dans les résultats attendus et les résultats obtenus. Donc, on s'attendait à ce que l'intensité ou le courant augmente avec l'intensité.
D'après l'électromagnétisme, l'intensité est liée au module du champ électrique et non pas à la fréquence. Donc normalement, pas d'effet de la fréquence. Et surtout, si on diminue l'intensité de l'onde électromagnétique, a priori, si l'intensité est faible, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un retard entre les radiations. Donc on doit s'attendre à ce qu'il y ait un retard entre les radiations, c'est-à-dire l'instant où on commence entre les radiations et la détection du courant. Si l'intensité est faible, il faut vraiment attendre jusqu'à ce que l'électron reçoit assez d'énergie pour être éjecté. Voilà ce qu'on s'attend et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on obtient expérimentalement et c'est ça qui va poser un problème ou bien c'est pourquoi ce phénomène d'effet photoélectrique va jouer un rôle très important dans la révolution quantique. Bien, en particulier, voilà le premier problème qui intrigue, c'est le suivant. Vous envoyez de la lumière UV à la surface d'un métal, vous allez obtenir un photoélectron, quelle que soit l'intensité de la lumière. Vous envoyez de la lumière rouge, par exemple, c'est-à-dire la haute fréquence, vous envoyez une lumière de basse fréquence, vous n'avez pas de photoélectron, quelle que soit l'intensité de la lumière que vous allez envoyer. Et ça, on ne peut pas le comprendre par la physique classique. Bien. Voyons quelques expériences de ce fait photoélectrique. On va commencer par définir ce qu'on appelle le potentiel d'arrêt et l'énergie cinétique maximale des électrons émis. Donc voilà ici la surface du métal. On envoie une onde électromagnétique et ça c'est le potentiel qu'on va appliquer entre la l'anode et la cathode. D'accord ? Donc là, ce potentiel peut être positif comme il peut être négatif. C'est-à-dire soit il accélère l'électron, soit il freine l'électron. D'accord? Donc vous appuyez un potentiel entre l'anode et la cathode. Si vous appliquez un potentiel ici négatif, ici positif, donc là, un potentiel positif, le champ électrique va être dirigé dans le potentiel décroissant. La force électrique, je vous rappelle, d'un électron, c'est moins E fois E. Donc la force va être dirigée dans ce sens. Donc la force électrique va accélérer. Si vous appliquez un potentiel positif, au contraire, vous allez décélérer, vous allez freiner le mouvement de l'électron. Et on va essayer de tracer l'intensité du courant mesuré par l'ampèremètre en fonction de cette différence de potentiel qu'on applique entre la cathode et l'anode. Donc voilà la cathode, voilà l'anode. Donc on va appliquer une tension tantôt positif, tantôt négatif, et voir comment varie l'intensité du courant en fonction de cette différence de potentiel. Et bien voilà ce qu'on obtient. Première remarque, vous voyez, même si la différence de potentiel appliquée est nulle, on mesure un courant électrique. On mesure un courant électrique en fonction de l'intensité des radiations. Et ce courant, bien sûr, augmente. On mesure une intensité du courant qui change lorsqu'on change l'intensité de la lumière incidente. L'essentiel que ce courant, il est non nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même à une différence de potentiel nulle, l'électron éjecté possède une énergie cinétique suffisante pour arriver à la cathode. Et donc, il peut être détecté. Deuxième remarque, c'est que il y a, quelle que soit l'intensité de la lumière incidente, le potentiel au-delà de laquelle le courant, on ne pouvait plus détecter de courant, est le même pour les trois tensions. Ça veut dire qu'il ne dépend que de la fréquence. Voilà, donc la tension d'arrêt est indépendante de l'intensité de l'onde lumineuse. Et troisième point, c'est que pour une intensité lumineuse donnée, vous avez un phénomène de saturation. C'est très simple à comprendre. Pour une intensité donnée, ça veut dire un nombre de photons par unité de surface. À un certain moment, tous les photons créés, donc puisque pour une intensité donnée, on a un nombre maximal de photons par unité de surface, donc on a un nombre d'électrons qui va être éjecté par unité de surface qui va être le même. Et une fois que tous les électrons éjectés arrivent vers l'anode, ça ne sert à rien d'augmenter la tension parce que tous les électrons créés arrivent à l'anode. Donc on arrive vers un phénomène de saturation.
Quelle est la relation entre ce potentiel d'arrêt et l'énergie cinétique maximale des électrons? Donc là, je vous rappelle que l'énergie potentielle d'une charge électrostatique, c'est la charge fois le potentiel au point où se trouve la charge. Eh bien, pour mesurer l'énergie cinétique maximale, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer cette fois-ci une différence de potentiel négatif, c'est-à-dire on va freiner les électrons qui vont être créés. Et au fur et à mesure qu'on augmente cette tension, jusqu'à ce que le courant s'annule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour cette tension-là, si je le multiplie par la charge de l'électron, je trouve l'énergie potentielle nécessaire pour arrêter les électrons les plus rapides. Ça veut dire aucun électron n'arrive plus, même les électrons qui ont l'énergie cinétique la plus grande. Donc, c'est exactement l'énergie cinétique maximale. Donc, l'énergie cinétique max, c'est tout simplement la charge de l'électron fois le potentiel d'arrêt. D'accord? Donc, voilà comment on mesure l'énergie cinétique maximale. C'est-à-dire, je détecte un courant par un potentiel nul, j'applique un potentiel négatif et je l'augmente jusqu'à ce que le courant est nul. Et là, ça y est, j'ai freiné même les électrons qui possèdent l'énergie cinétique la plus grande. Et donc, cette énergie potentielle correspond exactement à l'énergie cinétique maximale. Et on voit que cette énergie cinétique maximale est indépendante de l'intensité de l'onde lumineuse. D'accord? Bien. Voilà, donc deuxième effet, c'est l'effet de la fréquence. Donc là, vous voyez bien, pour une intensité fixe, donc on va fixer l'intensité de l'onde lumineuse et on va prendre deux fréquences, mu2 qui est supérieure à une fréquence mu1. Bon, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le courant de saturation augmente avec le potentiel, c'est normal. Plus vous accélérez, plus vous allez augmenter le nombre d'électrons qui vont arriver vers l'anode. Cependant, le courant de saturation est le même pour les deux fréquences. Donc, vous voyez, pour la même intensité, là, le courant de saturation, il est le même. Par contre, le potentiel d'arrêt, c'est-à-dire l'énergie cinétique maximale d'un électron, va dépendre de la fréquence. Et il est supérieur pour la fréquence la plus grande. Donc, plus la fréquence augmente, plus l'énergie cinétique max augmente. Voilà un autre résultat. Vous voyez que l'énergie cinétique dépend de la fréquence et non pas de l'intensité de l'onde lumineuse. Bien. Enfin, voilà un troisième résultat, et là, ça va contredire toutes les choses qu'on connaît de la physique classique, c'est le phénomène le fait qu'il y a une fréquence seuil. C'est-à-dire, vous prenez un métal, vous envoyez de la lumière UV, quelle que soit l'intensité, vous allez détecter pour un métal donné, parce que cette fréquence seuil va dépendre du métal, donc vous changez la fréquence et vous remarquez qu'en dessous d'une certaine fréquence, pour un métal donné, vous allez détecter un courant nul. Donc l'existence de cette fréquence seuil, comme j'ai déjà expliqué, donc le fait que vous envoyez de la lumière UV par exemple à un métal, vous allez détecter un photoélectron, le phénomène photoélectrique, vous allez l'observer, vous envoyez de la lumière rouge, une faible fréquence, vous n'allez rien observer, quelle que soit l'intensité. Et ça, on ne peut pas le comprendre par la physique classique, quelle que soit l'intensité de l'onde. A priori, normalement, si j'augmente, même si la fréquence change, si j'augmente l'intensité, à un certain moment, normalement, si on accepte que l'échange d'énergie se fait de façon continue, à un certain moment, normalement, cette énergie devrait être suffisante pour arracher l'électron. Il n'y a pas d'effet photoélectrique si la fréquence est inférieure à une fréquence seuil, quelle que soit l'intensité de l'onde. Bien, comment expliquer tout ceci? Eh bien, pour expliquer tous ces phénomènes-là, donc il faut une idée géniale, il faut quelque chose de nouveau. Eh bien, quelque chose de nouveau va être introduit justement par Albert Einstein. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, on disait que Planck a introduit la notion de quantification de l'échange
d'énergie entre l'onde électromagnétique et le matériau, eh bien Albert Einstein va dire tout simplement, non seulement l'échange est quantifié, mais l'onde électromagnétique elle-même est formée par des grains d'énergie et chaque grain d'énergie va avoir une énergie h nu. C'est-à-dire que la lumière est formée par des corpuscules tout simplement. Il va introduire la notion de corpusculaire de la lumière. Or, jusqu'à l'époque d'Einstein, la lumière, c'est bien sûr une onde. Les travaux de la diffraction des interférences de Young montraient que la lumière, et ça est très connu, la lumière est une onde. Voilà un jeune homme qui vous dit, bon, la lumière, c'est pas une onde, c'est des corpuscules. Et chaque corpuscule va avoir une énergie h nu. Et cette idée de corpuscule va être généralisée par un jeune Français dans sa thèse qui va généraliser l'idée de corpuscule non seulement à la lumière, mais à toute particule élémentaire, l'électron, le proton, tout ce que vous voulez. La matière est formée et elle va généraliser la notion de dualité entre corpuscules. Ça veut dire que la lumière qui était une onde et qui devient corpuscule d'après Einstein, de Broglie va généraliser l'inverse. Ça veut dire toute particule va être décrite aussi par une onde. Et donc on va arriver vers un phénomène de dualité entre corpuscules. Et bien sûr, il fallait trouver, puisque toute particule va être décrite par une onde, il faut chercher l'équation de cette onde. Et ça a été découvert par Schrödinger. Donc revenons maintenant à l'effet photoélectrique et comment Albert Einstein va expliquer ce phénomène.